Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Je vous propose un résumé sur le cours des extrémums. Un extrémum, c'est un max ou un min, soit f, une fonction numérique définie sur un voisinage du point A, avec A appartient à Rn, et n supérieur strictement à 1. Quand est-ce qu'on dit que f admet un max? On dit que f admet un max relatif au point A s'il existe une boule ouverte de centre A telle que f de A est toujours supérieur ou égal à f de x pour tout x appartient à la boule ouverte B. Même chose pour la définition du min. On dit que f admet un min relatif ou local au point A s'il existe une boule ouverte et soulignée ouverte de centre A tel que f de A est inférieur ou égal à f de x pour tout x appartient à B. Une petite remarque, un max relatif strict, c'est lorsqu'on a supérieur strictement. De même, un min relatif strict, c'est lorsqu'on a inférieur strictement. Et donc, l'étude d'un extrémum se résume à l'étude de signe de f de x moins f de a. Si f de x moins f de a est négative, inférieure ou égale à 0, donc on a un max au point A. Si f de x moins f de a est positive, supérieure ou égale à 0, donc on a un min au point A. Ce qui caractérise un extrémum, c'est sa dérivée. Si f présente au point A un extrémum relatif, alors toutes les dérivées partielles premiers en ce point sont nulles. C'est ce que l'on appelle la condition nécessaire d'optimalité. En général, dans la pratique, pour déterminer les extrémums, sur un ouvert, on commence par la détermination des points critiques, les points où cette condition est vérifiée. C'est-à-dire, on cherche les points qui vérifient df sur dx égale à 0. Ça va nous générer un système à résoudre. Les solutions de ce système représentent les points critiques. Ces points sont alors candidatés à être des extrémums, c'est-à-dire ils peuvent être des extrémums comme ils peuvent ne pas être. Si un point n'est pas d'abord critique, donc il n'est pas un extrémum. La nature d'un point critique est déterminée par les dérivées suivantes. Soit A appartient à Rn, un point critique. Le développement de Taylor de f en A nous donne f de A plus h égale à f de A plus la somme des dérivés premiers de f en A fois les hi plus 1 sur 2 la somme des dérivés carrés purs de f en A fois les hi carrés plus 2 la somme des dérivés mixtes plus un petit o de h. A comme étant un point critique, ceci implique que les dérivés premiers de f en A sont tous nuls. Cette expression devient f de A plus h moins f de A égale à 1 sur 2 fois cette quantité. Et donc, l'étude de signe de f de x moins f de A se ramène à l'étude de signe de cette quantité qui dépend des dérivées secondes. Je vais vous distinguer en général trois méthodes pour la détermination de la nature d'un point critique. La première méthode, c'est juste pour une dimension n égale à 2, c'est avec le critère de Monge. La deuxième méthode, c'est en utilisant le rang et la signature, c'est-à-dire on doit déterminer le rang et la signature d'une forme quadratique. C'est pour une dimension n supérieure ou égale à 2. La troisième méthode, c'est avec le critère de Sylvester. C'est aussi pour une dimension n supérieure ou égale à 2. Alors, concernant la première méthode, soit f, une fonction définie de u, une partie de R2, à valeur dans R, une fonction de classe C2 sur u, et soit a égale à A1, A2, un élément de u. On travaille dans R2. A est un point critique, cela veut dire que les dérivés premiers en A sont nuls. On pose A égale d carré de f sur dx carré en A, b égale d carré de f sur dx dy en A et c égale à d carré de f sur dy carré en A. On pose delta égale b carré moins ac. Si ce delta calculé vaut une valeur négative,
alors f admet un extrémum local en A, qui sera un max si A inférieur strictement à 0 ou C inférieur strictement à 0, et qui sera un min local si A supérieur strictement à 0 ou C supérieur strictement à 0. Bah, si ce delta calculé vaut une valeur positive, alors, positive strictement bien sûr, alors f n'admet pas d'extrémum local en A, c'est un point col. On dit que c'est un point col ou bien point cell. Si notre delta vaut 0, alors on ne peut rien conclure. L'explication de ce théorème se base sur le fait que, pour une dimension n égale à 2, c'est-à-dire on travaille avec deux variables, A1, A2, HK. L'expression du développement de Taylor de f en A, notre point critique, devient f de A1 plus H, A2 plus K, moins f de A1, A2 égale 1 demi fois d carré de f sur dx carré en A fois h carré, plus 2 d carré de f sur dxy en A fois hk, plus d carré de f sur dy carré en A fois k carré. Voilà donc notre A, notre B et notre C. On va essayer de voir cette quantité comme étant une équation de second degré, avec A égale d carré de f sur dx carré, B c'est d carré de f sur dxy et C c'est d carré de f sur dy carré. Et donc c'est comme si on a A x carré plus 2x plus C. Et donc l'étude de cette différence, l'étude de signe de cette différence, se base sur l'étude de notre équation de second degré. On sait en général pour étudier une équation de second degré, on fait le delta, avec delta égale b carré moins 4ac. Si notre delta est négatif, cela veut dire que cette équation n'admet pas de racine réelle, c'est-à-dire que cette équation ne s'annule pas. Le fait qu'il ne s'annule pas, cela veut dire qu'il garde un signe constant, qui est le signe de A. Si A est positive, donc cette équation est positive. C'est la raison pour laquelle on dit qu'on a un min local. Si A est positif, ceci implique que f de A1 plus h, A2 plus k, moins f de A1, A2 est supérieur strictement à 0. Ce qui implique que f de A1 plus h, A2 plus k est supérieur à f de A1, A2. Et donc, A1, A2 représente un min local. De même, si A est négatif, cela veut dire que le signe de cette quantité-là, elle est négative aussi. Et donc, on aura f de A1 plus f de A1, A2, elle est supérieure strictement à f de A1 plus h, A2 plus k. Et donc, on a un max local. En effet, delta égale b carré moins ac. Ça vient du fait que, si on prend la matrice hessienne de f en A, on a alors hf en A égale d carré de f sur dx carré en A, d carré de f sur dy dx, d carré de f sur dx dy et d carré de f sur dy carré. Par identification avec cette quantité qu'on a là, on a alors hf en A égale à ABBC. Si on calcule le déterminant de cette matrice hessienne, on aura alors le déterminant de hf égale AC moins B carré. Et donc vous remarquez que c'est moins delta. Mais on pose delta égale à B carré moins AC, car c'est plus à des cas avec la considération du delta d'une équation de second degré. On a alors en général B carré moins 4AC est similaire à B carré moins AC. Et donc ça rend les choses plus faciles à mémoriser. Les conditions aussi vont être plus faciles à mémoriser. On a alors si delta inférieur strictement à 0, un extrémum qui est un min si A supérieur strictement à 0 ou C, un max si A inférieur strictement à 0 ou C. Si le delta est supérieur strictement à 0, on dit qu'on a un point col. Il est aussi appelé point selle. Il est appelé point selle car il se rassemble à la selle d'un cheval. Si le delta est nul, alors dans ce cas on ne peut rien conclure. Il faut aller chercher un autre moyen afin d'étudier le signe dans ce cas.
La deuxième méthode consiste à déterminer la signature et le rang d'une forme quadratique. Soit A notre point critique, on sait que le développement limité de f en A à l'ordre 2 donne cette somme, qui est une somme des monômes de degré 2. On a ici hi carré, le degré c'est 2, et on a ici hi fois hj. Le degré c'est aussi 2. Pour savoir le degré, on fait la somme des exposants. Et donc on a ici un polynôme de degré 2. Or, on sait qu'une forme quadratique, ce n'est qu'un polynôme homogène de degré 2. On définit alors la forme quadratique Q comme étant cette somme. Notre forme quadratique contient comme des coefficients les dérivées secondes de f en A. Et donc, on peut voir Q aussi comme étant le produit vecteur ligne H fois la matrice hessienne de f en A fois le vecteur colonne H. Voilà, c'est la transposée du vecteur H fois HF, la matrice hessienne, fois H. La transposée est faite pour qu'on puisse faire le produit, ligne fois colonne. Ce produit se note aussi le produit scalaire entre HF en A fois H avec H. Le théorème dit que si la forme quadratique Q est positive, alors on a un min local. C'est normal car maintenant f de a plus h moins f de a égale à 1 sur 2 fois q. Cette quantité c'est posée q. Et donc le signe de f de a plus h moins f de a, c'est le signe de q. Si q est positive, alors cette différence est positive. Alors on a un min local. Si la forme quadratique q est négative, alors on a un max local. Une remarque, c'est que si Q est de plus défini, l'extrémum est dit strict. C'est-à-dire si on a la forme quadratique Q est définie positive, alors on a un min local strict. Si la forme quadratique Q est définie négative, alors on a un max local strict. Si la forme quadratique Q est définie mais ni positive ni négative, alors A est un point sel ou point col. Explication. Il faut savoir d'abord que la signature d'une forme quadratique, c'est le couple ST. S représente le nombre des coefficients positifs dans Q et T représente le nombre des coefficients négatifs. Le rang d'une forme quadratique, c'est S plus T, c'est-à-dire on fait sommer le nombre des coefficients positifs avec le nombre des coefficients négatifs. Q est dit défini si S plus T égale à N. N, c'est la dimension de notre espace. Q est positif, ceci implique que la signature de Q égale le couple P0. Et donc, il y a 0 terme négatif qui apparaît dans Q, il n'y a que les termes positifs, avec P inférieur ou égal à N. Si P égale à N, ceci implique que la signature devient N0. Le rang de Q, donc, c'est N plus 0, c'est N. Donc, Q, elle est définie positive. Elle est définie car le rang égale à N. Q est négatif, ceci implique que la signature de Q égale le couple 0P, c'est-à-dire il n'y a aucun terme positif qui apparaît dans Q, il n'y a que les termes négatifs. Si P égale à N, de même la signature devient 0N. Et donc le rang c'est 0 plus N, c'est N. Ceci implique que Q elle est définie négative. Définie négative, c'est le cas d'un max, et définie positive, c'est le cas d'un min. Le cas d'un point col, on a alors que elle est définie mais ni positive ni négative. Ceci implique que la signature de Q égale à ST et S plus T égale à N. C'est-à-dire le rang égal à N, mais à la fois il y a des termes positifs et négatifs qui sont présents dans Q. On prend par exemple dans R2 la forme quadratique suivante, Q de xy égale à x plus y au carré plus x au carré. Et donc combien on a de termes positifs dans cette quantité? Il y a 2 termes positifs. Combien il y a de termes négatifs? Il n'y a aucun terme négatif. On sait que chaque carré représente un terme positif. Le carré, il est toujours positif. Et donc la signature de Q égale à 2, 0. Le rang c'est 2 plus 0, c'est 2.
et donc le rang est égal à la dimension. Donc, cette forme elle est définie positive. On prend un autre exemple, q de xy égale à x moins 1 sur 2y, le tout au carré moins y carré. Et donc, combien y a-t-il de termes positifs là? Il y a un seul terme positif et aussi un seul terme négatif. Et donc, la signature, c'est 1, 1. Le rang, c'est 1 plus 1, c'est 2. Le rang égale à la dimension, et donc, Q, elle est définie, mais ni positive ni négative. C'est le cas d'un point col. La troisième méthode, c'est la méthode de critères de Sylvester, qui se traite avec la matrice hessienne. Soit A une matrice carrée symétrique, on pose A égale la matrice hessienne de f en A. La matrice hessienne, c'est la matrice des dérivées secondes. Elle contient sur la diagonale les dérivées carrées pures. Les dérivées carrées mixtes sont positionnées sur les autres emplacements. A est définie positive si toutes les delta k sont positives, avec delta k égale déterminant des AK, c'est-à-dire les déterminants des blocs diagonaux principaux. A est défini négatif si moins A est défini positif, c'est-à-dire A est défini négatif si toutes les delta k sont cette fois-ci négatives. Concernant le cas d'un point col, on dit qu'on a un point col si les delta k sont à la fois positives et négatives, c'est-à-dire il y a des delta k qui sont positives et il y a des autres qui sont négatives. Mais attention, il faut qu'il ne soit aucun delta k nul. Sinon, on ne peut rien conclure dans ce cas. On prend un exemple, soit A une matrice carrée symétrique avec A égale à 1, 0, 0, 0, 2, moins 1, 0, moins 1, 3. Si on veut calculer delta 1, on calcule le déterminant du premier bloc. Le premier bloc c'est 1 et donc delta 1 égale à 1. Si on veut calculer delta 2, on calcule le déterminant du deuxième bloc. Le deuxième bloc c'est 1, 0, 0, 2. Le déterminant de ce bloc, ça vaut 2 moins 0, ça vaut 2. Si on veut calculer le delta 3, on calcule le déterminant du troisième bloc. Or, le troisième bloc, c'est la matrice tout entière. Donc, on calcule le déterminant de la matrice tout entière. Et donc, ce déterminant vaut 6 moins 1, ça vaut 5. On remarque que toutes les delta k sont positives, et donc, A est défini positif. Ces trois méthodes mentionnées sont pour le cas des ouverts, c'est-à-dire si on veut déterminer la nature d'un point critique dans un ouvert, on peut utiliser une parmi ces méthodes déjà mentionnées. Concernant le cas d'un fermé, on a le théorème suivant. Soit f une fonction définie de k, une partie de Rn n'a valeur dans R, où k est un compas. Un compas de Rn, c'est-à-dire un fermé borné de Rn. Le théorème dit que si f est continu sur k, alors f est borné sur k et atteint ces bornes qui sont ses extrémas dans k. Et donc, concernant le cas de fermé, c'est pas la peine du tout d'aller chercher les points critiques. Il suffit d'avoir la continuité. D'ailleurs, ça rappelle le théorème de valeur intermédiaire dans R. Une récapitulation, et donc l'étude des extrémas, ça dépend de là où on travaille. Si on travaille sur un ouvert, et donc la première étape à faire, c'est de calculer les dérivés premiers et savoir si elles s'annulent. Car si f présente en un point un extrémum, et donc obligatoirement les dérivés premiers en ce point sont nuls. Les points où les dérivés premiers s'annulent s'appellent les points critiques. Ces points peuvent être des extrémas comme ils peuvent ne pas être des extrémas, c'est-à-dire des points col. Et donc on fait l'étude de signe de f de a plus h moins f de a pour déterminer la nature du point critique. Si on travaille sur un compas, c'est pas la peine du tout d'aller suivre ce chemin. Il suffit d'avoir la continuité de f en k.